take no prisoners, you call it aggressive, but all I see is lies coming out in your message. Despite the incredible influence wielded by the U.S. government, the American people remain one of the most uninformed electorates in the industrialized world. Case in point, check out some of these shocking stats that Alternate compiled in 2010. Nearly 1/5 of Americans believe Obama's a Muslim. 25% don't believe in evolution. And a shocking half of Americans believe that Saddam Hussein was directly involved in 9/11. This phenomenon is due in large part to the fact that almost everything you see and hear in the mainstream is controlled by only 6 giant corporate conglomerates: Viacom, Time Warner, Disney, News Corp, CBS, and General Electric. These massive corporations have boards of directors who sit on the boards of other enormous industries like food, telecom, energy, and weapons. See, in the world of corporate media, there's only one rule and one rule only. Sell, 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 sell fear, sell worry, sell propaganda like it's going out of style. It's not about providing news, folks. It's about keeping those profits increasing year after year. But luckily, Americans are beginning to wake up to the fear-mongering and superficial fluff, and an overwhelming majority of them no longer trust the corporate media at all for fair reporting. Which brings me to the first ever march against the mainstream media happening this Saturday, November 16th. At 2 p.m. on this day, activists from all over the world, from the U.S. to Australia, are organizing outside the studios of major media headquarters to protest. You can find out about your local event at MAMSM.info or on Facebook at March Against Mainstream Media or on Twitter at #MAMSM. Look, this is not about begging the corporate media establishment to listen to the people and provide real news, because they won't. They won't. This is about calling attention to the issue so that people know not to watch it, not to trust it, and most importantly, to unplug it. This movement is about pushing alternative voices that can be trusted, that have no corporate agenda. Because without an open and honest media, there cannot be an informed citizenry to control this country's fate. So let's get out there, let's get active, and let's put the media back where it belongs, in the hands of the people. Salut à tous et bienvenue pour ce 48e numéro des infos dont on parle peu. Alors vous avez vu la marche contre les mainstream médias aux États-Unis. Bon, ça s'est déroulé dans plusieurs villes là-bas. Chez nous, ça n'a pas encore été repris. J'espère que l'année prochaine, on reprendra le flambeau et on prendra le train en marche ici en France, qu'on ne prenne pas du retard comme d'habitude. Et justement, puisqu'on parle des mainstream médias, première information, on apprend que la chaîne de télévision CNN a enlevé des réponses apportées à des questions clés dans l'interview de l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vitaly Chourkine, à savoir sur le soutien apporté par les Syriens au président Bachar el-Assad et sur les actions de l'opposition entravant les missions humanitaires dans le pays déchiré par la guerre civile. Voilà une bonne raison d'aller manifester contre les mainstream médias. On va passer au sommaire de ce numéro, on va parler d'infos internationales. On va notamment parler de la France qui s'apprête à intervenir en Centrafrique. On va parler de l'accord entre l'Iran et les 6 autres pays. On va détailler un petit peu cet accord. On va parler d'économie, on va parler de l'or et on va parler de la baisse du chômage en France. Et on va terminer par la santé. On va parler du gaz de schiste. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et on va démarrer par la France qui s'apprête à envoyer 800 hommes en Centrafrique. 800 hommes qui iraient rejoindre les 400 déjà présents dans le pays. Les préparatifs pour une intervention française en Centrafrique s'accélèrent. Les déclarations des politiques se multiplient et des responsables français sont actuellement dans la sous-région pour s'entretenir avec les autorités des pays concernés par la crise. La France interviendra aux côtés de la MISCA. La MISCA, c'est la mission internationale de soutien à la Centrafrique, dont l'Union africaine vient de désigner le chef, le Congolais Jean-Marie Michel Mokoko. Alors évidemment, on ne va pas vous parler du rôle de la France en Centrafrique de ces dernières années.
le coup d'État ces derniers temps, etc. Et d'ailleurs, on peut remonter encore plus loin, on peut remonter dans les années 70. On ne vous parle jamais du rôle qu'a eu la France pour renverser à l'époque Bokassa. Hein. Ça, on n'en parle pas. Alors, il y a un reportage très intéressant qui est sur Internet. Je vais vous donner le lien. Vous allez pouvoir voir par vous-même le rôle qu'a eu la France dans les années 70 en renversant Bokassa, l'ancien président de la République centrafricaine. Alors, écoutez bien et regardez bien comment se déroule l'impérialisme français. On continue, on va parler de l'Iran. L'Iran et les 6 pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui ont réussi à se mettre d'accord sur le nucléaire iranien. Enfin, un accord. Alors, on va détailler cet accord, puisque ça, dans les médias de masse, on n'en a pas trop parlé. Alors voici les termes de l'accord entre l'Iran et les 6 pays. L'Iran s'est engagé à une profonde révision de son programme nucléaire et se soumettra à des inspections internationales plus poussées pendant 6 mois. Alors, il s'engage à cesser tout enrichissement d'uranium à plus de 5% et de démanteler les processus techniques nécessaires pour enrichir à plus de 5%. Il s'engage à neutraliser son stock d'uranium enrichi à près de 20% en le diluant. Il s'engage à arrêter la construction de nouvelles centrifugeuses à uranium. Le pays a cependant le droit de remplacer les centrifugeuses déjà existantes. Il s'engage à interrompre les travaux menant à la mise en marche d'un réacteur dans l'usine d'Arak, ainsi que la production de combustible à destination de cette centrale, deux points particulièrement défendus par la France. Il renonce à construire une usine capable d'extraire du plutonium à partir du combustible usagé et il permettra un accès quotidien de ces sites de Natanz et Fordo à des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'à ses usines de fabrication de centrifugeuses et aux mines d'uranium. L'Iran devra également communiquer des données sur le fonctionnement du réacteur d'Arak. Ça, c'est selon la Maison-Blanche. Voilà les engagements de l'Iran. Et en contrepartie, les Occidentaux n'imposeront pas de nouvelles sanctions pendant la fenêtre de 6 mois si l'Iran respecte ses engagements. Les Occidentaux suspendront certaines sanctions sur l'or et les métaux précieux, le secteur automobile et les exportations pétrochimiques de l'Iran. Les Occidentaux permettront des réparations et des inspections en Iran pour certaines compagnies aériennes iraniennes. Les Occidentaux autoriseront le versement de 400 millions d'euros pour financer les études d'étudiants iraniens à l'étranger. Les Occidentaux faciliteront les liens humanitaires, achat de nourriture ou de matériel médical entre l'Iran et le reste du monde, sans pour autant en créer de nouveaux. Et enfin, l'Occident débloquera 4,2 milliards de dollars issus de sanctions sur les ventes de pétrole iranien. Voilà pour les accords. Alors tout le monde est content, en tout cas même la France a été contente, c'est pour dire. Et pourtant les Israéliens, eux, pas contents du tout. Selon Benjamin Netanyahou, c'est une erreur historique. Je cite, alors que l'Iran et les 6 pays, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France, Allemagne, États-Unis, sont parvenus à un accord historique à propos du nucléaire, Israël n'a pas tardé à manifester son hostilité face à cet accord. Selon Benjamin Netanyahou, je cite, ce qui a été conclu à Genève n'est pas un accord historique, mais une erreur historique. Le monde est devenu plus dangereux car le régime le plus dangereux au monde a fait un pas significatif vers l'acquisition de l'arme la plus dangereuse du monde. Et il conclut, je cite, « Je proclame au nom du gouvernement qu'Israël ne laissera pas l'Iran se doter de capacités militaires nucléaires. » Bon, c'était bien dit dans l'arrangement qu'on n'autorise pas l'Iran à enrichir son uranium à plus de 5%. Donc Israël devrait être content. On passe au Pakistan maintenant. Et un des partis politiques les plus importants du Pakistan a fait voler en éclats la couverture d'un des chefs de la CIA. Un des principaux partis politiques au Pakistan a publié le nom de ce qu'il croit être un des chefs de la CIA à Islamabad, après qu'une attaque de drones américains ait tué 5 personnes la semaine dernière. Le groupe a demandé que ce responsable qui s'appelle John O'Brennan, réponde des accusations de meurtre. On continue et on parle de Guantanamo. Alors Obama qui avait promis de fermer Guantanamo, mais bon, c'est toujours pas le cas. En tout cas, la CIA aurait réussi à laver le cerveau à plusieurs prisonniers pakistanais et afghans et à les retourner pour en faire des agents doubles. Selon le quotidien américain Washington Post, qui cite l'agence Associated Press, des prisonniers de Guantanamo Bay à Cuba en seraient ressortis agents doubles pour le compte des services secrets américains. En échange, ces prisonniers se seraient vus promettre, je cite, « la liberté, la sécurité pour leur famille et des millions de dollars des comptes secrets de l'agence ».
Voilà ce qu'affirme le Washington Post. Pour la CIA, c'est prendre un risque considérable, celui que les prisonniers, une fois libérés, trahissent les États-Unis et tuent des Américains. Bon, ça serait pas la première fois, puisque on se rappelle dans les années 70 du débarquement de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan pour armer les rebelles, pour chasser les Russes. Et depuis, les Afghans, les talibans comme ils les appellent, se sont retournés contre leur maître américain. Je continue. Selon Associated Press, des dizaines de prisonniers ont été pressentis, mais seulement une poignée d'entre eux, originaires de pays variés, sont devenus des espions et ont signé des accords pour travailler avec la CIA. Bon, alors j'imagine que les prisonniers ont dû passer vraiment de sales quarts d'heure dans les geôles de Guantanamo Bay. J'imagine quelle torture ils ont dû subir pour qu'on arrive à leur retourner le cerveau comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas par exemple le programme MKUltra, programme américain de la CIA, qui a été mis en place dans les années 60-70 il me semble, il serait temps de regarder leur reportage qui s'appelle « Fabrication de tueurs et plus par contrôle mental » ou alors éventuellement de lire le livre de Naomi Klein qui s'appelle « La stratégie du choc » dans lequel Naomi Klein, dans le tout premier chapitre, explique exactement ce qu'est le programme MKUltra. On continue et on va parler des États-Unis toujours. Alors bon, les États-Unis ne veulent pas d'incident diplomatique avec la Chine, hein, sûrement pas. Ils ne veulent pas la Troisième Guerre mondiale, sûrement pas non plus. Pourtant, les États-Unis ont envoyé 2 B-52 faire un petit tour dans la zone de défense aérienne chinoise. Ça c'est intéressant ça. À l'origine, la Chine a étendu sa zone de défense à la limite de celle des Japonais, notamment près des îles Senkaku que se disputent les deux pays. Le secrétaire d'État John Kerry et le secrétaire à la Défense Chuck Hagel avaient immédiatement protesté et la Maison-Blanche avait qualifié la décision, je cite, d'incendiaire. Donc voilà, pour éteindre l'incendie, les États-Unis ont envoyé 2 bombardiers pour survoler la zone. Ça c'est plutôt malin. On va parler maintenant du Moyen-Orient, on va attaquer avec la Syrie. La Syrie où les rebelles se sont emparés d'un des plus grands champs pétroliers du pays. Selon Reuters, les rebelles islamistes syriens Al-Nosra ont pris le contrôle du plus important champ pétrolier d'Al-Omar, situé dans l'est du pays. Alors bon, encore un petit mot sur la Syrie, puisqu'on apprend que, vous savez, il y a des camps syriens, des gens qui ont fui un petit peu la guerre, qui se sont réfugiés notamment en Jordanie. On apprend que dans ces camps de réfugiés, notamment à Zaatari en Jordanie, les hommes qui viennent de Turquie, d'Égypte ou d'Arabie Saoudite achètent des jeunes filles vierges syriennes de 14 ans pour 300 $. Bon alors je demande, mais que fait BHL hein? Et en même temps, que fait BHL en Libye? Puisqu'on va parler maintenant de la Libye, où il y a eu des heurts cette semaine. Des heurts dans la nuit de dimanche à lundi 25 novembre. Et jusqu'au milieu de la matinée, la grande ville de l'Est libyen a été le théâtre de violents affrontements entre la milice islamiste Ansar al-Sharia et des éléments des forces spéciales. Le bilan donné par les autorités a fait état d'au moins 9 morts et d'une 50aine de blessés. Voilà, donc BHL, il faut intervenir, hein, il me semble. On continue, on va parler de la crise diplomatique entre Le Caire et Ankara. La crise entre l'Égypte et la Turquie, née de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi et la répression de ses partisans, s'est aggravée le 23 novembre dernier. Le Caire a expulsé l'ambassadeur turc et réduit sa représentation diplomatique à Ankara, qui a promis la réciprocité. Ankara a pour sa part déclaré persona non grata l'ambassadeur égyptien en Turquie. On continue, on va parler maintenant de la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pourtant il y a des manifestations monstres qui ont pris place dans ce pays et le gouvernement est acculé. La Thaïlande n'avait plus connu de protestations de telle ampleur depuis 2010 et le mouvement des chemises rouges. Un mouvement des chemises rouges, quand j'entends ce genre de manifestation, chemise rouge, manifestation orange, j'ai toujours tendance à penser que c'est piloté un peu de l'extérieur. Hein. C'est un peu complotiste, je l'avoue, hein, monsieur Pujadas, mais bon, c'est comme ça. Je continue. De grandes manifestations se sont déroulées à Bangkok le 25 novembre pour réclamer le départ du pouvoir de Yingluck Shinawatra, chef du gouvernement. Plusieurs centaines de personnes ont investi les ministères des Finances et des Affaires étrangères. Elles menacent d'en occuper d'autres, mais pour l'heure, Yingluck Shinawatra ne bouge pas. Elle a même imposé une loi de sécurité spéciale qui renforce le champ d'action de la police. Pas sûr néanmoins que cette mesure suffise à mettre un terme à la campagne anti-gouvernement qui fait rage en ce moment là-bas en Thaïlande. On continue, on va sortir un petit peu de là-bas, du Moyen-Orient et de l'Asie. On va revenir en Occident, on va reparler encore une fois de la NSA.
La NSA, avec toutes ces entreprises d'espionnage dans le monde entier, aurait infecté 50 000 réseaux de malware dans le monde. Waouh! Alors bon, ça c'est un nouveau document qui date de 2012 et qui est relayé par le site néerlandais NRC, où l'on apprend que l'Agence nationale de la sécurité américaine NSA a infecté 50 000 réseaux informatiques à l'aide de malware. Ceci dans le but, dit le site, de voler des informations sensibles. Ces attaques ciblées sont perpétrées par un département dédié au sein de la NSA, baptisé TAO, pour Tailored Access Operation, que l'on pourrait traduire par opération d'accès sur mesure. Voilà. Selon plusieurs sources, au fait de ces agissements, ces ailes de la NSA emploieraient principalement des milliers de hackers de haut niveau, un chiffre évalué par le Washington Post à entre 20 000 en 2008 à 50 000 en 2012. Alors, parmi les cibles de ces malwares, on peut citer par exemple les opérateurs de télécommunications. Alors on continue avec l'espionnage et là c'est carrément un bras d'honneur de l'Union européenne envers les concitoyens. Ça, je pense que c'est le bras d'honneur de l'année, puisque avec tout ce qu'on a appris avec la NSA, avec Snowden, etc., on s'attend quand même à être un peu protégé. Là c'est le bras d'honneur complet. La Commission européenne a décidé de ne pas donner suite aux allégations selon lesquelles les États-Unis espionneraient les données bancaires des Européens en dehors du cadre légal prévu par l'accord SWIFT. Incroyable. Je cite, « Nous avons reçu des assurances que l'accord n'a pas été violé », a affirmé la commissaire aux affaires intérieures Cecilia Malmström. Alors écoutez, si les États-Unis vous le disent, c'est vrai qu'il faut les croire sur parole. Ils mentent jamais ces gens-là. On en termine avec l'espionnage et on parle de la France maintenant. Et je vous demande, qu'est-ce qu'il y a dans l'article 13 de la loi sur la programmation militaire 2014-2019 qui est actuellement examiné par l'Assemblée nationale? Eh bien, cet article 13 permet aux services de renseignement des ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'Économie et du Budget d'accéder aux données conservées par les opérateurs de communication électronique, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs et d'autoriser la réquisition de données de connexion dans le cadre d'enquêtes administratives concernant la sécurité nationale. On passe à la partie économie maintenant et on va parler de l'Ukraine qui tourne le dos à l'Union européenne pour se tourner vers la Russie. L'accord d'association proposé par l'Union européenne à l'Ukraine a été enterré à une semaine de sa signature prévue et longuement attendue, Kiev ayant renoncé afin de, je cite, relancer ses relations économiques avec la Russie. L'accord à Vilnius ne sera pas signé. Notre mission s'achève, c'est ce qu'a déclaré l'ex-président polonais Aleksander Kwaśniewski, émissaire européen qui était dans la capitale ukrainienne avec l'ancien chef du Parlement européen Pat Cox pour une ultime tentative de débloquer la situation dans ce domaine. Un peu plus tôt, le Premier ministre ukrainien, Mykola Azanov, avait signé un décret ordonnant de, je cite, « suspendre le processus de préparation de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne » et mettant ainsi fin aux espoirs de voir ce pays le signer. Kwaśniewski a expliqué la décision de Kiev par, je cite, « une pression très brutale de Moscou, aussi bien médiatique qu'économique », fin de citation, conduisant pratiquement à l'arrêt des exportations ukrainiennes vers la Russie, alors que les caisses de l'État ukrainien sont vides. C'est une grande bataille géopolitique, une bataille pour l'avenir du continent européen, a-t-il affirmé. En même temps, en regardant l'Union européenne, il ne faut pas être très malin pour voir que ça ne va pas très bien, tant au niveau politique qu'économique. Il faut vraiment être le dernier des crétins aujourd'hui pour vouloir rentrer dans l'Union européenne. Alors, du coup, des manifestations ont été organisées en Ukraine. Alors, je ne vais pas rentrer dans qui pilote ces manifestations, mais bon, elles sont terminées par des affrontements entre les manifestants et la police. On parle maintenant de l'Arménie. Alors c'est un peu le même style, l'Arménie qui a été priée de choisir entre l'Union européenne et la Russie grosso modo. C'est pas vraiment la Russie, c'est plutôt l'Union douanière et l'Union européenne. Voilà, l'Union douanière qui regroupe la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Alors pour le moment, le gouvernement d'Arménie, par l'intermédiaire du ministre de l'économie Vagram Avenessian, a fait savoir qu'il n'avait pas encore tranché. Alors pourquoi je vous parle de l'Arménie? L'Arménie c'est un petit pays, c'est loin d'ici, à la limite ça ne nous concerne pas. Mais bon, quand on regarde la position géographique de l'Arménie, on voit qu'elle est entre la Russie et l'Iran, et que c'est un enjeu extrêmement important pour ces deux pays puisque l'Arménie est un point de passage économique, des produits, etc., des capitaux. Donc l'Arménie est très importante pour la Russie et l'Iran.
Voilà pourquoi l'Union européenne tente d'attirer l'Arménie dans son fief. Voilà. Alors si vous voulez vous intéresser au sujet, vous avez qu'à lire par exemple le livre qui a été produit et coécrit par Émeric Choprad qui s'appelle L'Iran réel. Là, ce livre vous explique absolument tout sur la géopolitique de l'Iran, Arménie, Russie. Voilà. On continue et on parle de la France maintenant et on va parler de la baisse du chômage pour octobre. Alors ne riez pas, hein, la baisse de chômage de 20 500 chômeurs en octobre dernier. Waouh! Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte à l'INSEE, hein, ça c'est incroyable. Avec toute la liste des licenciements qui ont lieu chaque mois, chaque semaine. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur le site de Pierre Jovanovic éventuellement. Vous pouvez le voir absolument partout puisque c'est partout dans les petits journaux, même de région, vous voyez tous les articles passés. C'est pas possible qu'il y ait 20 500 chômeurs en moins. Alors n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que tous les ans, Pôle emploi supprime 400 000 demandeurs d'emploi de ces listes. Faut pas oublier ça non plus. Donc si le gouvernement veut se mentir à lui-même, qu'il le fasse avec la bénédiction des médias. Mais bon, nous qui avons les yeux grands ouverts, on nous la fait pas. Ça, c'est pas possible. Alors la preuve que c'est pas possible, un grand groupe comme Michelin par exemple s'apprête à mettre 700 personnes au chômage. Alors même 706 personnes au chômage. Le groupe de production Michelin va supprimer 706 emplois sur son site de Joué-les-Tours dans l'ouest de la France. 200 postes devraient être cependant maintenus sur le site tourangeau. A noter quand même que pratiquement tous les syndicats, Sud, CFDT, CGC, ont signé le plan social entérinant un accord conclu fin novembre avec Michelin. On continue, on va parler de l'or. Alors la semaine dernière, je vous parlais de toute une série d'augmentations de taxes. Taxes sur l'habitation, taxes sur à peu près tout. Mais j'ai omis de vous parler de l'augmentation de la taxe sur l'or. La taxe sur l'or, ça c'est pour 2014. Donc les députés ont voté en octobre dernier un amendement qui fait passer la taxe sur l'or de 8% à 10%. Voilà, fallait remettre les points sur les i. Alors on continue, on va parler de l'Allemagne. L'Allemagne qui va enquêter sur des soupçons de manipulation des cours de l'or. Waouh, ça fait longtemps qu'on le sait. Alors, si vous voulez vous informer sur le sujet, vous avez qu'à lire par exemple le livre de Stas Mullins, Les secrets de la réserve fédérale. Là-dedans, noir sur blanc, on vous explique qui donne les cours de l'or. Alors Julie, les autorités européennes plancheraient sur la question des abus qui entourent la fixation du cours du métal jaune. Selon le Wall Street Journal, l'autorité des marchés financiers allemand, la BaFin ou la BaFin, aurait ainsi ouvert une enquête sur des soupçons de manipulation des cours de référence de l'or et de l'argent par les banques. En effet, la réputation des banques a été entachée par une série de scandales, dont celui relatif à la manipulation des taux interbancaires Libor. Depuis, les autorités de régulation à travers le monde ont renforcé leur surveillance du secteur financier. Bien sûr, on a renforcé la surveillance du secteur financier. Ça, on y croit aussi. On continue. Alors la semaine dernière encore, je vous parlais du Bitcoin. Le Bitcoin qui était passé en quelques jours de $200 à $500. Eh bien, cette semaine, la valeur du Bitcoin a doublé. Il est passé de 500 à $1000. Donc là, voilà, quoi. Pour ceux qui veulent investir dans cette bulle, allez-y. On continue, on va parler maintenant du Portugal. Le Portugal où le Parlement portugais a voté l'austérité sous les huées de la foule. Les députés portugais, hués par des milliers de manifestants, ont adopté un budget d'austérité très impopulaire pour 2014. Les fonctionnaires et retraités sont les catégories les plus touchées par la douloureuse cure d'austérité que le gouvernement a administrée au pays. L'effort demandé est immense, 3,9 milliards d'euros, soit 2,3% du PIB du Portugal. Alors à noter que les manifestants sont carrément allés dans le Parlement pour huer les gens. C'est vraiment très très chaud là-bas. Il en faut peu pour que ça bascule. On va parler de l'Espagne maintenant. L'Espagne qui va essayer de sauver ses autoroutes qui sont endettées jusqu'au cou. Les entreprises sont endettées jusqu'au cou parce que les Espagnols qui sont eux aussi endettés et qui n'ont plus d'argent préfèrent prendre les routes pour se déplacer plutôt que les autoroutes payantes. C'est malin. Du coup, le gouvernement espagnol est sur le point de conclure un accord avec les grands noms de la banque et du PTP du pays en vue de sauver de la faillite 9 tronçons d'autoroutes à péage qui passera notamment par la reprise de 4 milliards d'euros de dettes. C'est ce qu'on dit des sources proches des discussions. Les groupes de BTP recevront 20% des actions de cette nouvelle entité, ce qui se traduira par une dépréciation de 1,7 milliard d'euros sur les investissements. Ceci étant dit, la transformation de la dette des autoroutes à péage en prêt
fera gonfler l'endettement de l'Espagne, déjà annoncé pour l'année prochaine à près de 100% du PIB, son niveau le plus élevé en un siècle. Et on termine avec une autre information à propos des banques, puisque les deux plus grosses banques suisses vont créer un lobby. Le lobby s'appellera le Swiss Final Council. Alors c'est le petit nom doux qui a été inventé par les deux banques. Les deux banques, c'est l'UBS et le Crédit Suisse. Alors cette structure aura pour mission de représenter leurs intérêts et ceux des établissements bancaires suisses en général auprès des instances de décision européennes. L'organisation débutera ses activités en janvier 2014 et disposera d'un bureau à Bruxelles. Elle sera dirigée par un conseil dont les rênes ont été confiées à Alexis Lautenberg, un ancien diplomate de la Confédération helvétique, fin connaisseur des rouages de l'Union européenne. À ses côtés, Axel Weber, le président du BS et ancien dirigeant de la Banque centrale allemande, ainsi que Urs Reuner, le patron du Crédit Suisse. Voilà, un lobby de plus pour l'Union européenne. On attaque la partie santé et environnement maintenant, et pour démarrer, je vais vous parler de la pollution des plastiques dans les océans qui introduit des toxines dans nos assiettes. Alors l'article est relativement long, mais je pense que c'est important que vous entendiez. Des chercheurs ont mené une étude sur les plaques de déchets plastiques du Pacifique Nord, également appelées continents de plastique. En 2009, des chercheurs ont parcouru plus de 2700 km de cette étendue d'ordures, prélevant plus de 100 fois les eaux de l'océan. Et à chaque fois, les concentrations de minuscules particules de plastique dans l'eau crevaient le plafond. Selon le Smithsonian Mag, la plupart des albatros morts retrouvés sur les îles Midway avaient l'estomac rempli de plastique, cause probable de leur décès. Mais le problème va en réalité bien au-delà des animaux étouffés par des bouts de plastique. Nous avons regardé dans l'eau et essayé de compter combien de morceaux visibles de plastique étaient présents. En réalité, il y en avait tellement qu'il était impossible de les compter, précise Chelsea Rochement, doctorante à l'université de San Diego et membre de l'expédition. Selon elle, les bouts de plastique et leurs toxines sont assez petits pour être ingérés par des micro-organismes. Le problème est complètement différent de la façon dont il est présenté et potentiellement plus dangereux. Après l'expédition, Chelsea Rochement a mené une étude sur la façon dont le plastique peut absorber des toxines dangereuses présentes dans l'océan comme les PCB. Aussi, même le polyéthylène, le plastique le plus utilisé, qui ne contient aucune substance toxique à l'origine, peut devenir chimiquement dangereux. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports, l'équipe de Chelsea Rochement a démontré que les toxines incriminées provoquent un affaiblissement du foie. Or, au fur et à mesure qu'on remonte la chaîne alimentaire, du poisson à son prédateur, les niveaux de polluants sont de plus en plus concentrés. Bien évidemment, ces produits polluants affectent en premier lieu la santé des poissons. Lorsque les scientifiques ont examiné les foies de ces petites créatures, responsables du filtrage des toxines, ils ont découvert la présence de nombreuses indications de stress physiologique. Chez 74% d'entre eux, le glycogène, un glucide indispensable, avait fortement baissé. 11% présentaient une mort étendue des cellules individuelles du foie. Un des spécimens avait même développé une tumeur dans le foie. Mais si les poissons sont affectés, c'est aussi toute la chaîne alimentaire qui est concernée, y compris les humains. Ces petits poissons mangent le plastique et sont exposés directement à ces produits chimiques. Si 5 d'entre eux sont ensuite mangés par un plus gros poisson, ce dernier est exposé à 5 fois la dose de polluants. Et si le prochain poisson mange 5 de ses prédécesseurs intermédiaires, c'est 25 fois la dose qu'il ingère, s'inquiète la scientifique. Ce phénomène est appelé biomagnification et est bien connu des chercheurs. Ce processus permet au taux de certaines substances d'augmenter tout au long du réseau de la chaîne alimentaire. Et voilà, et ensuite tout ça, on le récupère et ça atterrit dans nos assiettes. On continue. Alors on me reproche souvent de ne pas donner de bonnes informations, d'informations positives on va dire. Bon bah là je vais vous en donner une, puisqu'on attend l'inauguration prochaine en Californie de la plus importante centrale électrique solaire au monde. Alors, Bright Source Energy, une société américaine spécialisée dans la génération d'électricité solaire thermique, s'apprête à inaugurer, d'ici à la fin de l'année, le plus vaste centre de production jamais érigé dans le désert du Mojave en Californie. Cette nouvelle centrale, dit Vanpah,
dans le comté de San Bernardino, est le projet de centrale électrique solaire le plus important au monde. Et il est doté d'une technologie axée sur des tours solaires thermiques à concentration. Pour produire cette énergie solaire concentrée, l'usine d'Ivanpah a déployé 170 000 miroirs qui concentreront les rayons du soleil sur des chauffe-eau situés en haut des 3 tours. La vapeur ainsi dégagée, dont les températures pourront dépasser les 260 degrés Celsius, activera des turbines chargées de produire l'électricité. Cette centrale pourra produire jusqu'à 392 MW d'électricité. On continue, on va parler du Brésil et du gaz de schiste, puisque le Brésil a accordé des concessions de gaz de schiste. Le Brésil a attribué des concessions pour l'exploitation du gaz naturel et de gaz de schiste, malgré les critiques de défenseurs de l'environnement sur les risques et le manque de réglementation sur ce type de production. Un total de 72 blocs sur 240 ont été adjugés, dont 49 attribués à la compagnie publique brésilienne Petrobras. Ces enchères ont rapporté 165 millions de raïs, environ 72 millions de dollars selon l'Agence nationale du pétrole. Seulement 4 des compagnies étrangères qui étaient sur les rangs pour ces enchères se sont vues concéder des blocs. La française GDF Suez, la colombienne Petrominerales, la panaméenne Trayectoria Oil y Gas et la Géoparc des îles Bermudes. La fracturation hydraulique suscite une énorme polémique dans tous les pays en raison de ses énormes impacts environnementaux, raison pour laquelle certains pays comme la France l'ont interdite. Aux États-Unis, où cette technique est employée, le nombre de plaintes pour pollution des eaux augmente. Voilà ce qu'a dénoncé l'Institut civico-environnemental brésilien. On continue de parler du gaz de schiste et justement au Texas où on exploite le gaz de schiste, on a recensé 16 tremblements de terre en 3 semaines. Un séisme de magnitude 3,6 a frappé une zone dans le nord du Texas. C'est le plus fort tremblement de terre de ces 5 dernières années. Aucun dommage n'est à signaler, mais les habitants ont été choqués. Certains scientifiques disent que le forage à proximité des puits de la fracturation hydraulique est en fait le déclencheur des tremblements de terre. La région a été frappée par plus de 12 tremblements de terre rien que pour ce mois. Le Texas a connu plus de tremblements de terre depuis l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique depuis 2008 qu'au cours des 4 décennies précédentes combinées. Et on termine avec une information, toujours avec le tremblement de terre, c'est en Iran. On a recensé 7 morts dans un séisme près de la centrale nucléaire de Bushehr. Au moins 7 personnes ont été tuées et 30 blessés le 28 novembre dernier dans un séisme de magnitude 5,7 ayant secoué la région côtière de Bushehr, où est située la seule centrale nucléaire civile d'Iran. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Merci pour votre attention, merci à vous de m'envoyer toute une palanquée d'infos pendant toute la semaine, j'arrive plus à suivre, je vous avoue. Merci à vous de soutenir l'agence Info Libre. Vous avez vu, on s'est mis en route là, on produit pas mal de vidéos, pas mal d'informations, j'espère que vous arrivez à suivre. N'oubliez pas www.agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Vous avez toutes les adresses, vous avez tout en votre possession pour suivre l'actualité. Voilà, je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier numéro de 2013. À la semaine prochaine. Ciao. Vous pensez quoi quand Manuel Valls dit qu'il n'y a pas assez de white, de blancos? Vous le voyez bien ce que j'en pense. Je pense que c'est la même chose que de dire que Taubira est un singe, c'est-à-dire, il n'a pas dit ça comme ça tout à fait d'ailleurs, mais bon, cela dit, je pense que Valls contribue à la banalisation du racisme.